Je remercie les directeurs du CRDI et du CERPI de m'avoir invité et je vous remercie d'être venus écouter ma présentation qui porte sur un sujet tiré de mon travail de thèse, le rôle du Forum Legis dans l'application de dispositions internationalement impératives. Ma présentation sera structurée de la manière suivante. J'ouvrirai par une définition du Forum Legis. Je la mettrai en relation avec une distinction de droit processuel. Je présenterai les exemples sur lesquels je m'appuierai pour présenter dans un premier temps le droit positif et dans un second temps le droit prospectif relatif au rôle du Forum Legis dans l'application de dispositions internationalement impératives. Le Forum Legis est l'ordre juridictionnel étatique dont la loi est applicable au fond du litige. Cette définition est reprise de Neuhaus, un juriste allemand de la seconde moitié du XXe siècle. La loi applicable dont il est question dans la définition du Forum Legis peut être applicable pour différentes raisons. La loi applicable peut être applicable parce qu'elle est désignée par une règle de conflit de loi bilatérale, comme l'article 21, paragraphe 1 du règlement 650-2012 dit règlement succession, en vertu duquel la loi applicable à l'ensemble de la succession est celle de l'État où le défunt avait sa résidence habituelle au jour de son décès. La loi peut être applicable à raison d'un type de règle empruntant à l'unilatéralisme, par exemple si elle est une loi de police au sens de l'article 9 du règlement Rome 1, ou encore si l'auteur de la règle l'a explicitement pourvu d'un champ d'application dans l'espace, comme avec l'article L444-1A du Code de commerce français sur lequel je reviendrai. Les réflexions dont je vous fais part ce soir partent de la constatation suivante. Le procès civil est à la fois un mode de règlement des litiges et un moyen d'appliquer des normes juridiques. Le comparatiste Myriam Damaska a exprimé cette dualité de fonction à travers l'opposition éloquente des caractères conflict solving et policy implementing du procès, qui est l'une des dichotomies utilisées dans son ouvrage sur le droit processuel comparé The Faces of Justice and State Authority. Il ne s'agit pas d'une opposition binaire, tout ou rien, mais d'un continuum dont les deux pôles figureraient d'un côté l'objectif de règlement des différends, et de l'autre l'objectif d'appliquer des politiques publiques déterminées à l'occasion du procès. Au prix d'une évidente schématisation, cette distinction éclaire certains aspects de la procédure, et elle peut être mise à contribution à travers une distinction propre au droit de la compétence internationale, celle du privatisme et du publicisme. Si l'on s'attache ainsi à la fonction de règlement des différends, les règles matérielles applicables au fond d'un litige en matière civile ne perdent pas nécessairement en importance, mais leur application effective est frappée par une certaine relativité qui leur est imprimée par les règles encadrant le procès. Le caractère facultatif et dispositif du procès civil en est un exemple. L'une des parties au litige doit prendre l'initiative d'un procès, ce qui donne à son action un caractère privé et discrétionnaire. En principe, les parties ne peuvent pas attendre des autorités publiques qu'elles défendent leurs droits à leur place. Les parties peuvent aussi bien décider d'aller à l'arbitrage, de s'imposer d'autres méthodes alternatives au procès étatique. Et cette libre disposition se retrouve encore au sein du procès civil, comme l'article 12 du Code de procédure civile français en témoigne. Si l'on s'attache maintenant à la fonction d'exécuter le droit, la liberté dont il vient d'être question n'est pas illimitée. Des garde-fous ont été érigés par un législateur soucieux de ne pas abandonner l'effectivité de certaines de ces politiques à l'initiative des parties concernées. De ce point de vue, le renforcement de l'office du juge dans des matières précises, la création d'autorités de régulation dotées de pouvoirs d'action dans le procès civil, est le signe que le pouvoir politique estime que, dans les matières en cause, le seul private enforcement par le procès civil des règles pensées pour les rapports entre personnes privées ne permet pas la réalisation optimale des politiques en cause. Il me semble que parmi les règles de compétence juridictionnelle internationale, en usage en droit international privé, certaines servent plus la fonction processuelle de résolution des différends, tandis que d'autres ont plus d'affinité avec la fonction processuelle d'application de politiques publiques. De ce point de vue, la compétence internationale du Forum Rei, c'est-à-dire des tribunaux de l'État de domicile du défendeur, selon les justifications qu'on lui donne, constitue l'archétype du chef de compétence fondé sur l'assimilation du procès civil à un moyen de résolution des différends entre personnes privées. Il en va particulièrement ainsi lorsque la commodité des parties ou la bonne administration de la justice sont invoquées pour légitimer la compétence du Forum Rei, et j'irais même jusqu'à dire que la compétence du fort du défendeur est l'exemple par excellence de la règle déconnectée du fond du litige, qui se donne pour objectif premier
d'aboutir de façon prompte et efficace au prononcé d'une décision. Vais-je affirmer que la compétence du Forum Legis appartiendrait nécessairement à la vision policy implementing du procès civil et donc à la conception publiciste de la compétence internationale? Non, parce que je ne le pense pas et que je soutiens dans ma thèse, notamment dans le deuxième titre de la première partie, que la compétence du Forum Legis peut correspondre à une philosophie privatiste de la compétence. Je passe en revue plusieurs occurrences de cette correspondance dans le premier chapitre du deuxième titre de la deuxième partie de ma thèse, le bilatéralisme et la compétence du Forum Legis. Ce soir, je n'évoquerai pas cette hypothèse privatiste de compétence du Forum Legis. Je restreins mon propos au cas de compétence du Forum Legis qui serait effectivement justiciable d'une vision policy implementing de la procédure et donc d'une approche plutôt publiciste de la compétence internationale. Cette restriction est dictée par des considérations d'ordre pratique. D'une part, cela me permet de me concentrer sur des points plus précis et de donner des exemples pratiques, donner plus d'exemples pratiques. D'autre part, j'ai compris, lors de la préparation et de la soutenance de ma thèse, que c'était généralement cette partie de mes recherches qui suscitait le plus d'intérêt. Et il faut bien avouer que c'est la partie pour laquelle l'actualité est la plus fournie. Pour évoquer le rôle que le Forum Legis peut remplir dans l'application de dispositions internationalement impératives, je m'appuierai sur 4 corpus de règles dont il m'apparaît nécessaire de présenter brièvement l'origine et le contenu avant d'en étudier les aspects de droit international privé. Ces corpus sont les suivants: le droit français des relations commerciales, le droit de la responsabilité des transporteurs maritimes, le droit de l'agence commerciale et le droit du devoir de vigilance. Je commence par le droit français des relations commerciales parce qu'il est emblématique du renforcement de la fonction processuelle d'application de politiques publiques. Les distributeurs négocient annuellement le cadre de leurs relations avec leurs fournisseurs par l'intermédiaire de centrales d'achat, qui sont pour certaines communes à plusieurs distributeurs. Et les rapports entre les distributeurs et certains de leurs fournisseurs, notamment les agriculteurs, s'est déséquilibré au point que le premier souci du législateur français, ces dernières années, a été de protéger ces derniers, les fournisseurs de la filière agricole, contre la puissance économique de leurs partenaires. Les dispositions contenues dans le titre 4 du Code de commerce français, qui font l'objet de réformes incessantes, font peser sur les parties aux négociations des obligations tenant à l'organisation des négociations, à la rémunération que les distributeurs doivent garantir aux fournisseurs, et aux pratiques qui sont interdites dans leurs relations, comme, par exemple, la revente à perte ou la rupture brutale de relations commerciales. Certaines des obligations sont générales et dépassent le cadre des accords de distribution, d'autres concernent spécifiquement les produits alimentaires. De façon intéressante, le respect de ces obligations est contrôlé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, qui est un service du ministère de l'économie. Les obligations sont sanctionnées non seulement par la voie classique de l'action en responsabilité intentée par la victime de pratiques interdites, mais encore par le prononcé de sanctions administratives par le ministère dont le contentieux appartient au juge administratif, amendes civiles plus élevées qui peuvent être prononcées par le juge judiciaire, saisies par le ministère public ou par le ministre dans le cadre de l'action du ministre. C'est en raison des pouvoirs exorbitants des services du ministère que la Cour de justice a jugé dans un arrêt Eurelec de 2022 que cette action du ministre n'appartenait pas à la matière civile et commerciale, au sens de l'article 1er du règlement de Bruxelles 1 bis, et était donc exclu du champ d'application matériel de ce règlement. Mon deuxième exemple est le droit de l'agence commerciale. L'Union européenne a adopté une directive en 1986 en la matière qui oblige les États membres à prévoir l'indemnisation de l'agent lors de la rupture du contrat qui le liait à son mandant. Un troisième exemple est tiré de la responsabilité du transporteur maritime dans les transports maritimes sous connaissement. Les règles en la matière résultent dans la plupart des États d'une convention internationale qui a été préparée avec les acteurs du transport maritime international, réunis au sein du Comité maritime international à La Haye. Ces règles ont été reprises dans la Convention de Bruxelles de 1924, qui a été ratifiée par les principales puissances maritimes, puis amendée en 1968 à Visby, d'où leur nom de règles de La Haye-Visby. Ces règles fixent un plafond d'indemnisation
au bénéfice du transporteur en cas de perte ou dégradation des marchandises au cours du transport, et énumère limitativement les causes d'exonération. Enfin, le dernier exemple est le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Ce devoir est censé responsabiliser les grandes entreprises en matière de respect des droits humains et de protection de l'environnement dans leur chaîne de valeur. Responsabiliser au sens propre, puisque la directive oblige les États membres à s'assurer que la responsabilité des entreprises tenues au devoir de vigilance puisse être recherchée en cas de méconnaissance des obligations que les transpositions nationales feront peser sur elles. Ces obligations consistent notamment, pour les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la directive de 2024, à intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques internes et leur système de gestion des risques, à identifier et évaluer les incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l'homme et de l'environnement liés à leurs activités, celles de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux, à prévenir ou atténuer ces incidences et à mettre en place un système d'alerte. En associant un régime de responsabilité à ces obligations, la directive fait le choix du private enforcement que le législateur français avait fait en 2017 à l'occasion de l'introduction dans le Code de commerce de ce qui constitue aujourd'hui les articles L225-102-101 et L225-102-2 du Code de commerce. Ces articles permettent aux victimes d'actionner directement les entreprises soumises au devoir de vigilance pour obtenir réparation des dommages causés dans la chaîne de valeur, dommages que l'adoption et l'exécution correcte d'un plan de vigilance auraient permis d'éviter. Mais la directive fait aussi le choix du public enforcement qui caractérisait, quant à lui, la loi allemande sur les chaînes de valeur de 2021. Les États membres sont censés se doter d'autorités de surveillance qui auront la charge de veiller au respect de leurs obligations par les entreprises entrant dans le champ d'application de la directive. Dans un article paru il y a 2 semaines au Dalloz, Thomas Pérou a proposé pour la transposition française de faire de ces autorités de contrôle des autorités de poursuite devant le juge pénal, afin d'unifier le contentieux de la vigilance et d'améliorer le respect du droit à un procès équitable. Cette suggestion me paraît révélatrice du degré que le législateur de l'Union veut atteindre dans la fonction processuelle de policy implementing, fonction qui occupe une place beaucoup plus visible dans le procès pénal que dans le procès civil. Parvenu au bout des potentialités offertes par le procès civil, la recherche d'effectivité d'une politique déterminée débouche assez naturellement vers un changement de procédure, du procès civil vers l'incrimination au sens pénal. Il ne s'agirait plus d'intervenir indirectement en permettant à des personnes privées de faire valoir des droits spécifiques dans les actions qu'elles entreprennent contre les parties qu'elles estiment responsables de leur préjudice, mais de rendre directement comptables ces prétendus responsables devant l'autorité étatique. L'action civile est alors dans tous les sens du terme l'accessoire de l'action publique. Le point commun des exemples retenus est qu'ils constituent tous, à leur manière, des dispositions internationalement impératives. Des dispositions dont l'impérativité ne fait pas de doute pour les situations qui rentrent dans leur champ d'application, sous réserve d'incertitudes en matière de relations commerciales et d'agences commerciales s'agissant du juge français sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre. Ces exemples portent ou peuvent porter sur des relations entre personnes privées qui peuvent saisir les juridictions civiles pour obtenir la réalisation des droits que leur confèrent ces dispositions, droits qui, de ce point de vue, représentent l'instrument de la politique en cause. À défaut de règles de compétences internationales ad hoc, il n'est pas certain que ces personnes privées puissent accéder à un tribunal qui soit prêt à appliquer la politique en cause. Le seul ordre juridictionnel dont il ne fait guère de doute qu'il appliquera sans état d'âme la politique en cause est le Forum Legis, le juge de l'état de la loi en question. De ce point de vue, la compétence du Forum Legis s'inscrirait dans la fonction processuelle d'application de politiques publiques. D'où la question à laquelle je vais tenter de répondre: quel rôle le Forum Legis peut-il jouer dans l'application de dispositions internationalement impératives? J'analyserai le droit positif dans un premier temps et évoquerai des pistes en droit prospectif dans un deuxième temps pour répondre à cette question. S'agissant du droit positif, quel est pour l'heure le rôle du Forum Legis dans l'application de dispositions internationalement impératives telles que celles qui ont été présentées? En général, ce n'est pas la compétence du Forum Legis qui est retenue, mais il est arrivé au Forum Legis d'effectuer un contrôle de la clause attributive de juridiction qui ne le désignerait pas. Je commence donc par la compétence du Forum Legis. En règle générale, le Forum Legis n'est pas internationalement compétent sur ce titre pour connaître des litiges dont la résolution passe par l'application des règles présentées. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera jamais compétent,
Il le sera si un autre chef de compétence le désigne, ce qui est en fait relativement fréquent. En revanche, il est rare qu'une règle vienne garantir que le forum legis pourra être compétent pour connaître de leur application. La seule exception pour l'heure parmi les exemples que j'ai retenus est la règle de l'article L444-1A du Code de commerce français qui a été mentionnée en introduction. En 2023, estimant que les centrales d'achat européennes ayant leur siège dans des États comme la Belgique étaient pour les distributeurs français un moyen de conduire leurs négociations à l'étranger pour contourner l'application du droit français des relations commerciales, le législateur est intervenu en adoptant une règle de désignation du droit et une règle de compétence pensée pour garantir l'application impérative du droit français et la compétence internationale exclusive des juridictions françaises pour les accords entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Cette règle réserve l'application des traités internationaux et des règles de droit de l'Union européenne, ce qui concerne non seulement le règlement Bruxelles 1 bis, mais également les conventions de La Haye de 2005 sur les élections exclusives de Fort et la convention de Lugano de 2007. Les règles de ce texte priment l'article L444-1A du Code de commerce français, et elles ne prévoient pas en tant que telle la compétence du forum legis. Est-ce à dire pour autant que l'article n'aura jamais d'effet, que l'article ne pourra jamais donner compétence internationale au juge français? Il y a au moins deux configurations dans lesquelles l'article L444-1A du Code de commerce peut donner compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'application des dispositions du titre 4 du Code de commerce français. D'abord, l'article L444-1A du Code de commerce peut donner compétence aux juridictions françaises lorsqu'elles sont saisies par le ministre de l'économie en vertu de l'article L442-4 grand 1 du Code de commerce, c'est-à-dire pour l'action du ministre. Sous l'empire du droit antérieur à l'introduction de l'article L444-1A dans le Code de commerce, la Cour d'appel de Paris avait estimé en 2024, après avoir interrogé la Cour de justice dans l'affaire Eurelec, que les juridictions françaises pouvaient être internationalement compétentes pour connaître de l'action du ministre, en vertu de l'article 42 du Code de procédure civile étendu à la matière internationale, dès lors que certaines des défenderesses avaient leur siège en France et présentaient un lien suffisant avec les autres défenderesses. Dans l'affaire Eurelec, c'était donc l'association regroupant les activités du distributeur Leclerc, qui avait son siège en France et qui constituait la défenderesse d'ancrage. La compétence internationale des juridictions françaises était donc acquise avant même l'adoption de l'article L444-1A du Code de commerce pour l'action du ministre, mais ce qui change à l'avenir, outre la base formelle, c'est qu'il n'y aura plus besoin de défendeur d'ancrage dont le siège sera en France. L'article L444-1A du Code de commerce pourrait donner compétence aux juridictions dans les cas qui seraient soumis au droit commun de la compétence par renvoi de l'article 6, paragraphe 1 du règlement Bruxelles 1 bis. En effet, certaines des règles auxquelles l'article L444-1A renvoie ont un champ d'application plus large que les seuls accords de distribution, et c'est notamment le cas de la responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies, prévue à l'article L442-1 du Code de commerce. En vertu de l'article L444-1A du Code de commerce, les entreprises qui traitent avec des sociétés commercialisant leurs produits ou services en France et qui n'ont pas leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange pourraient ainsi assigner leur co-contractante en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies, à moins qu'elle n'ait prorogé la compétence des juridictions d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État parti à la Convention de La Haye de 2005 ou qu'elles aient conclu une convention d'arbitrage. En fait, une affaire comme celle ayant donné lieu à l'arrêt Munster Cable de 2008, qui opposait un distributeur américain à son concessionnaire français, pourrait être soumise aux règles du titre 4 du Code de commerce par application des articles L444-1A combinés à l'article 9, paragraphe 1 du règlement romain, à raison de la commercialisation des produits en France, et à la compétence des juridictions françaises, dès lors que, au terme de l'article commenté, le litige relève de l'application des règles françaises sur la rupture brutale de relations commerciales établies. Une clause attributive de juridiction qui, comme dans l'affaire Munster Cable, désignerait les juridictions californiennes, serait ainsi écartée si l'on interprétait l'article L444-1A du Code de commerce comme excluant qu'une clause attributive de juridiction proroge la compétence d'un juge étranger, dans l'hypothèse donc
où ni le règlement Bruxelles bis, ni la Convention de Lugano, ni la Convention de La Haye de 2005 ne s'appliquent. Le droit français des relations commerciales parmi les exemples recensés est donc le seul à prévoir formellement la compétence du forum legis pour le cas où ces dispositions sont internationalement applicables. Mais la vérification de l'effectivité de dispositions internationalement impératives peut passer par un contrôle effectué par le forum legis des effets qu'aurait une clause attributive de juridiction pour l'application des dispositions internationalement impératives. J'en viens donc au contrôle de la compétence internationale du forum prorogatum du juge élu par le forum legis. Il existe plusieurs exemples, désormais relativement anciens, de cas où le forum legis n'a pas directement affirmé sa compétence internationale pour connaître une affaire soumise à des dispositions internationalement impératives de sa loi, mais a soumis l'effet négatif d'une clause attributive de juridiction à un contrôle tenant à l'application des dispositions en cause par la juridiction élue. En droit de l'agence commerciale, on relève ainsi des arrêts allemands qui ont privé d'effet des clauses attributives de juridiction au profit des juridictions d'États fédérés des États-Unis, au motif que ces juridictions n'auraient pas accordé de protection équivalente au droit de l'Union, à celle prévue dans le droit de l'Union européenne à l'agent commercial exerçant ses activités en Allemagne. En droit maritime, un contrôle similaire a été mené sur des clauses insérées dans des connaissements pour vérifier si les juridictions élues accorderaient une réparation correspondante à celle possible en application des règles de la FISB. Les juridictions non élues vérifient que la situation dont elles sont saisies en violation apparente de la clause attributive de juridiction rentre dans le champ d'application des dispositions internationalement impératives et que la juridiction élue n'appliquera vraisemblablement pas de règles prévoyant une protection équivalente à ces dispositions. C'est le résultat qui fait l'objet du contrôle. Ce contrôle permet d'écarter éventuellement une clause attributive de juridiction, mais il ne permet pas à la juridiction effectuant le contrôle de retenir sa compétence. Pour cela, il lui faut s'appuyer sur les règles ordinaires de compétence. Dans les arrêts allemands, c'est le fort du patrimoine de l'article 23 du Code de procédure civile allemand qui a permis aux juridictions allemandes de retenir leurs compétences internationales pour connaître des affaires dans lesquelles elles avaient écarté la clause attributive de juridiction. Le contrôle que j'évoque n'est pas prévu par les principales conventions applicables devant le juge français en la matière. L'article 6 de la Convention de La Haye de 2005, qui est parfois interprété comme autorisant un tel contrôle, me paraît concerner une situation différente. Dans le cadre du règlement Bruxelles bis, un tel contrôle porterait de toute façon atteinte à la priorité du juge élu pour statuer sur la validité de la clause attributive de juridiction, si ce juge élu est également saisi. Il menacerait également l'application uniforme du droit de l'Union européenne. Enfin, le contrôle que j'évoque n'a jamais été mis en œuvre par la Cour de cassation. Au contraire, dans l'arrêt Munster Cable de 2008, la Cour a jugé que la clause attributive de juridiction contenue dans un contrat devait être mise en œuvre des dispositions impératives constitutives de loi de police, fussent-elles applicables au fond du litige. Ainsi, la compétence internationale du forum legis en tant que telle est rarement prévue en droit positif. Un contrôle des clauses attributives de juridiction par le forum legis peut avoir lieu, mais les textes internationaux limitent cette possibilité. Je voudrais maintenant évoquer le droit prospectif et le rôle que le forum legis pourrait jouer à l'avenir pour l'application de dispositions internationalement impératives. Je vais principalement me concentrer sur le devoir de vigilance, dans la mesure où les États membres vont devoir transposer la directive du 13 juin 2024 et refondre le règlement Bruxelles bis dans les années qui viennent. Les deux questions qui se posent portent sur la nécessité de la compétence du forum legis et sur les modalités de cette compétence. S'agissant de la nécessité d'adopter des règles de compétence internationale qui prévoiraient donc la compétence internationale du forum legis lorsque des dispositions internationalement impératives seraient en cause. Le contentieux du devoir de vigilance a ceci de différent des autres exemples que les parties au litige y auront moins souvent conclu des clauses attributives de juridiction. Et il est possible de se demander si
le droit positif de la compétence internationale, les règles ordinaires de compétence, les règles objectives de compétence ne permettent pas déjà de rendre compétent, incidemment, le forum legis. Ainsi, dans les affaires qui ont déjà été rendues sur la responsabilité de multinationales pour les atteintes aux droits humains dans leur chaîne de production, c'est le fort du défendeur et des co-défendeurs qui a permis de retenir la compétence internationale des juridictions. On peut aussi faire un parallèle avec l'affaire Eurelec, où là encore, le fort du défendeur permet de retenir la compétence des juridictions françaises, qui se trouve être le forum legis pour le droit français des relations commerciales. En raison de l'applicabilité des règles issues de la directive sur le devoir de vigilance, tant aux sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne qu'aux sociétés ayant leur siège hors de l'Union européenne, mais réalisant un certain chiffre d'affaires dans l'Union européenne, on peut se demander si le fort du défendeur permettra d'assigner la filiale européenne d'un groupe multinational extra-européen en tant que défendeur d'ancrage pour assigner la société mère tenue au devoir prévu par la directive sur le devoir de vigilance. C'est donc une situation inverse à celle sur laquelle la Cour d'appel de La Haye s'est prononcée dans l'affaire Shell, où la société mère constituait la défendresse d'ancrage et les filiales nigérianes les co-défendresses. On peut également penser que l'article 7, numéro 2 du règlement Bruxelles I bis permettrait, ou ses équivalents en droit commun, permettrait de retenir la compétence des juridictions où les obligations liées au devoir de vigilance devraient être exécutées. Si l'arrêt Dyson de décembre dernier, que je cite, portait non pas sur l'application d'un chef de compétence qui s'en rapproche, mais sur le forum non-convenience, il porte la mention intéressante que le lieu où les décisions relatives, ici donc à la politique de l'entreprise, mais on pourrait aussi bien dire relatives au devoir de vigilance, doivent être prises, est le lieu du siège de la société. Et finalement, on peut se demander si le champ d'application prévu par la directive ne peut pas servir de lieu d'exécution, de lieu du fait générateur de la responsabilité encourue pour manquement au devoir de vigilance. Ainsi, à l'occasion d'une internationalisation des règles des articles 4 et 7 du règlement Bruxelles I bis, et donc de l'extension au cas où le défendeur a son siège dans un État tiers de l'Union européenne, ces chefs de compétence pourraient éventuellement permettre d'accéder au forum legis en tant que forum delicti. La deuxième question qui se pose est la manière de réformer le droit de la compétence pour prévoir la compétence internationale du forum legis. Quel est le cadre approprié à cette règle? Il est évidemment plus efficace de passer par des enceintes internationales pour prévoir des règles effectives de compétence internationale. Le paradoxe ici est que si les États s'entendent sur le contenu des politiques à appliquer, la compétence internationale du forum legis est beaucoup moins nécessaire en ce qu'il y a moins de risques que les juridictions étrangères, en particulier les juridictions des autres États partis à une convention internationale comme les règles de la EVISB. Il y a moins de risques que ces juridictions appliquent des règles différentes qui n'aboutiraient pas au résultat voulu par la politique en cause. Je cite les règles de la EVISB. J'ai assisté à une présentation du professeur Pietro Franzina qui évoquait aussi l'exemple de la Convention de La Haye de 1980 où un consensus international sur l'objectif politique, l'intérêt de l'enfant et le retour prompt de l'enfant permet une plus grande effectivité des règles de compétence. L'échelle régionale, donc au sein de l'Union européenne, est encore une fois plus effective que l'échelle purement nationale et l'effectivité toute relative de l'article L444-1A du Code de commerce emporte le témoignage. Enfin, quel est le meilleur moyen de prévoir la compétence internationale du forum legis? Il n'est pas toujours nécessaire de prévoir une compétence exclusive comme dans l'article L444-1A du Code de commerce français. Ici, on pourrait penser aux compétences protectrices des parties faibles qui retiennent en partie la compétence du forum legis, en ce qu'il existe un parallélisme entre les critères de rattachement pour la juridiction compétente et pour la loi applicable en matière de consommation et en matière de travail. Selon la partie qui est à l'initiative du procès, le forum legis sera impérativement compétent, ou alors, s'il s'agit de la partie faible, elle aura le choix
entre plusieurs juridictions compétentes. Enfin, je voudrais dire que il est préférable que les règles de compétence internationale soient les mêmes qu'une personne privée ou qu'une personne publique agisse. Lorsque ce n'est pas le cas, l'application effective des dispositions internationalement impératives dépend du caractère de la partie qui agit. Et cela crée un risque d'incohérence dans le régime qui se veut internationalement applicable. Pour conclure, et évidemment je n'ai exploré qu'une partie du sujet, un risque d'inapplication de dispositions internationalement impératives existe du fait des règles de compétences internationales, et principalement, il me semble, des règles de compétences internationales qui permettent aux parties d'élire les juridictions internationalement compétentes. Le risque n'est pas identique dans tous les secteurs. Il existe des différences entre les 4 exemples que j'ai mentionnés. La compétence du forum legis est un moyen de renforcer l'effectivité de dispositions internationalement impératives, mais elle suppose de déroger à certaines règles existantes ou de trouver une conciliation différente de celle qui existe entre l'objectif d'appliquer une politique publique déterminée et l'objectif de permettre un règlement efficace des différends. Je vous remercie pour votre attention.